Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Julien et bienvenue dans Changer d'air. Bonjour Clément. Comme je te disais, je t'ai découvert en écoutant ton TED Talk. Oui. Et tout ce que tu disais a beaucoup résonné avec moi, avec toutes les questions que je me pose. Et donc j'ai vraiment eu trop envie de partager ton histoire et les messages que tu partages. Donc merci beaucoup de me recevoir. Avec joie. Merci à toi de venir. Pour comprendre qui tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer qui était le Julien enfant et comment il s'est transformé? Eh ben, je suis un enfant, et je le suis toujours d'ailleurs, dyslexique et dysorthographique. Il y a pas si longtemps, on m'a dit que j'étais HPE et HPI aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon parcours scolaire a été un peu atypique, du coup. Je suis né en 78, pour se replonger dans le contexte. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'à l'époque, les enseignants, les professionnels de l'éducation n'étaient pas briefés, pas accompagnés, pas formés pour justement accompagner les enfants dits un peu atypiques. Donc, en gros, ça c'est... j'essayais de faire du mieux que je pouvais, comme tout le monde. Je faisais beaucoup d'efforts, en tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. Mais pour autant, j'avais des notes catastrophiques, vraiment catastrophiques, et je pèse mes mots. Et en fait, c'est assez déstabilisant parce que sur une classe, donc nous à l'époque, peut-être qu'on était une vingtaine dans la classe, où parfois il y avait même des étrangers qui étaient là. En fait, la plupart avaient des super bonnes notes. Et moi, j'avais tout le temps des très mauvaises notes. Et tu sais, tu as toujours un peu ce prof ou cet enseignant qui fait toujours une blague, qui fait rire tout le monde quand il te rend ta copie. Ça n'a toujours pas bougé, Julien. Voilà, par exemple. Ouais. Et donc ça t'aide pas quand toi, déjà, en fait, tu te sens déjà mais vraiment plus que nul, où tu as l'impression que tu sers à rien, en fait. Enfin, tu es vraiment un cancre, quoi, en gros. Donc ça t'enfonce encore un peu plus. Donc ce qui veut dire que j'ai perdu confiance en moi hyper tôt. Et la chance, je pense, que j'ai eue, mais sans m'en apercevoir, c'est que j'ai transformé cette différence et que je suis devenu le clown dans la classe. Et je crois quasiment, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, jusqu'au bac, j'étais le gars qui faisait rire tout le monde. Et donc, du coup, j'allais à l'école plutôt pour me marrer et rencontrer mes potes et passer du moment, plutôt que pour les cours, parce que vraiment, je crois que les enseignants avaient beaucoup de mal à retenir mon attention, quoi. Tu sais, moi, j'étais le gars qui était au fond de la classe, à côté du radiateur et qui regardait par la fenêtre, ou qui lançait des petites boulettes aux potes, ou qui était en train de gribouiller des trucs. À l'époque, je faisais des graphes. Enfin, bref, j'étais vraiment pas du tout là, quoi. C'était très compliqué. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai de la chance, parce que finalement, je me suis quand même bien marré. Parce que je sais que pour beaucoup d'enfants dits différents, tu sais, les hypersensibles, les TDAH, etc., c'est pas facile, vraiment. C'est quelque chose qui te poursuit après en tant qu'adulte. Donc, moi, ça me poursuit, bien évidemment, parce que je fais encore beaucoup de fautes d'orthographe, de grammaire. Et pourtant, j'écris des livres, tu vois. Donc, comme quoi, tout est possible. Mais c'est pas confortable. On peut pas considérer que ce soit quelque chose de confortable dans ma vie de tous les jours. Okay. Donc, j'étais cet enfant-là. Et puis, en parallèle de ça, j'ai découvert, grâce à mon frère, vers l'âge de 12 ans, le Kung Fu. Mon petit frère. Mon grand frère, qui a 5 ans de plus que moi. J'ai fait du Kung Fu, en fait, pendant 14 ans. Et ça m'a amené à être champion de France en 99. Et donc là, je me suis retrouvé avec un adulte, du coup, qui me tirait vers le haut, qui avait confiance en moi et qui me montrait que, en gros, je pouvais être bon dans quelque chose. Et là, de la valeur au-delà de tes notes. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est venu compenser justement le manque de confiance que j'avais à l'école. Et donc du coup, je me suis retrouvé à avoir beaucoup plus de confiance. Et ça a eu un impact même à un autre niveau, parce que du coup, quand tu perds confiance en toi, tu deviens aussi un peu l'élève, tu sais, qu'on va harceler, qu'on va embêter. Ouais. Parce que j'imagine que j'avais une posture aussi, tu sais, du gars en fait que tu as envie d'embêter, quoi, en gros. Et en faisant du kung-fu, finalement, je me suis aperçu avec les années que j'avais repris une posture, tu sais, beaucoup plus droite, beaucoup plus confiante. Peut-être mon regard aussi était différent, mon attitude peut-être était différente. La réaction. Ouais, exactement. J'ai lu un truc sur ça, sur les bullies, qui explique, sur le fait que l'enfant qui est le plus à même de se faire bully, c'est celui qui réagit énormément. Ok. Alors donc j'imagine quand tu fais du kung-fu, on t'apprend à réagir justement à ce qui se passe. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et donc je pense que ça a, clairement eu un effet là-dessus, parce que quasiment du jour au lendemain, je le mets entre guillemets, je me suis plus fait embêter, quoi. Okay. Donc le kung-fu m'a bien aidé. Et puis après, j'ai eu un
un gros déclic qui est un peu plus jeune, vers l'âge de 10 ans, où je suis parti aux États-Unis. Ah, c'était à 10 ans? Ouais, à 10 ans, c'était assez dingue, quoi. Et j'étais dans une famille d'accueil dans le Wisconsin, à Milwaukee précisément. Donc on était toute une classe, tu sais, à partir, c'était un programme scolaire. Et ça a changé ma vie radicalement parce que, en fait, je me suis aperçu que j'étais hyper à l'aise comme ça à l'autre bout du monde. Je me rappelle avoir écrit un courrier, tu sais, à mes parents en disant que je voulais pas rentrer tellement je kiffais l'expérience, en fait. Ok. J'avais vraiment l'impression de plus apprendre dans cette expérience que je vivais que à l'école, quoi, sur les bancs de l'école. Et donc voilà, quand je suis rentré, j'ai expliqué ça à mes parents. Ouais. Avec du recul, t'es capable de... Enfin, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, tu te sentais mieux qu'en France? Enfin, c'était quoi la différence? Je crois que c'était pas une question de pays, je crois que c'était une question d'expérience. Ok. C'était vraiment, tu sais, on apprend mais 100 fois plus par l'expérience Ah, c'est vrai. que justement, comme on le disait en off, de manière intellectuelle, à se faire rentrer des savoirs, etc. Ouais. Quand tu vis en fait une expérience, donc physiquement, pour le coup, a priori, et c'est ce que démontrent les recherches, on apprend beaucoup plus. Ok. Et donc moi, j'étais plongé dans cette expérience en réalité. Donc j'apprenais énormément de choses sur place, Ouais. de la langue, de la culture. On allait en plus à l'école aussi américaine. Enfin, c'était une espèce de vivier d'apprentissage, mais dans la joie, dans la bonne humeur, tu vois, dans l'expérience de vie, quoi, que je pourrais appeler l'école de la vie en fait quelque part, quoi. Et donc moi, quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents que j'avais envie de voyager. Et j'étais gamin, quoi. Donc on m'a dit, bah écoute, l'argent tombe pas des fenêtres. Nous, on veut bien que tu voyages, mais t'es encore un peu jeune. Et nous, on était gardiens d'immeubles. Ok. Avenue Montaigne, qui est pas n'importe quelle avenue, quoi. Entouré de gens très riches. Des millionnaires, ouais, dans notre immeuble. Et donc, du coup, je les ai aidés, tu sais, à distribuer le courrier, à faire le ménage, etc. Et donc, j'ai mis des étrennes de côté. Et puis, à l'âge de 18 ans, après, je suis parti, j'ai fait mon premier voyage solo. Et c'est à partir de là, depuis maintenant, j'arrête pas de voyager parce que je trouve que c'est une vraie ouverture sur le monde, une ouverture sur soi, une ouverture sur les autres, sur tout, en fait, quoi. C'est une autre école de la vie, finalement, le voyage, quoi. Et ça fait partie intégrante de ma vie maintenant, quoi. Il y a 6 mois de l'année où je suis tout le temps en baroud quelque part. Ah ouais, dans c'est le monde, quoi. énorme. Ouais. Et quand tu dis que tu baroudes, t'arrives avec ton sac à dos et tu découvres le monde? Ouais, peu importe. Alors, j'aime beaucoup la randonnée, là, ces dernières années. Donc, je fais beaucoup de rando. Donc, je suis très souvent plutôt en pleine nature parce que la nature vraiment me reconnecte et me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je suis en mode bivouac, tu sais. Là, par exemple, je reviens de 3 semaines sur le chemin de Stevenson, qui est une très, très belle randonnée, très sympa. Pas Compostelle, c'est pas pareil? C'est pas pareil. Il y a Compostelle et le chemin de Stevenson. Là, en fait, c'est un chemin qui part du Puy-en-Velay qui va jusqu'à Alès. Ok, wow. Ça fait 275 km. Il y a à peu près 12 000 mètres de dénivelé. Et c'est super. Enfin, c'est vraiment top, quoi. Donc, moi, je suis souvent en rando, là, ces dernières années. Sinon, je suis sur mon vélo et je me balade. Je fais des milliers de kilomètres, pareil, tu sais, en rando, quoi, avec la tente. Et puis, j'essaye de minimiser mon impact carbone. Donc, je prends de moins en moins l'avion. Avant, je prenais un peu plus l'avion, mais bon, voilà, je suis tellement attiré par la planète que, voilà, j'essaie de me dire, bon, si je peux partir au moins 2 fois dans l'année, c'est bien. Ouais. Et donc là, le prochain voyage, ce sera au Pérou, et généralement, je reste au minimum un mois, en fait, sur place, quoi, pour bien apprécier le pays. Donc voilà. Donc, j'étais un peu cet enfant entre le kung-fu, le côté dyslexique, le voyage. Et puis surtout, en fait, ce que me dit ma mère, c'est que c'est à l'âge de 10 ans que j'ai commencé à cheminer vers moi. Qui me paraît être assez unique. En tout cas, je pense qu'on n'est pas beaucoup, en tout cas de ma génération, parce que comme on le disait tous les deux, ta génération, vous êtes un petit peu plus connectés. Tu peux expliquer ce que tu veux dire par cheminer vers soi? Alors, cheminer vers soi, c'est tout ce qu'on nous apprend pas à l'école. C'est apprendre à nous connaître, en fait, vraiment, mais qui on est profondément. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que l'école, globalement, de notre société, elle nous met sur des rails. Et donc, l'idée, c'est de bien rester sur les rails et surtout pas de sortir. Et donc, dans ce processus, dans ce train-là, en fait, on nous conditionne, on nous apprend à voir la vie sous un certain prisme. Et notamment, comme on le disait tout à l'heure, avec beaucoup de connaissances, en fait, beaucoup de savoir. Ouais. Mais on oublie le savoir-être. En fait, le savoir-être, en tout cas pour moi, tel que je le vis, en fait, c'est ce qui m'aide dans ma vie de tous les jours, quoi. C'est pas tant les connaissances de ce que j'ai pu apprendre à l'école, c'est vraiment tout ce que j'apprends, en fait, dans ma vie et tout ce que j'apprends de ce que je suis, moi, en fait, profondément. Et donc ça, pour le coup, c'est un cheminement qui dure toute une vie. Ouais. En dehors de la quête de sens, apprendre à se connaître, pour moi, c'est vraiment le cheminement d'une vie. Et donc, j'ai commencé, vers l'âge de 10 ans, à comprendre qui j'étais, quels sont mes mécanismes, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi mes forces, quels sont mes talents innés, parce que je pense qu'on a tous des talents innés dans plein de domaines. L'école ne nous les révèle pas, alors que pour moi, ça devrait être le lieu, justement, où on révèle ces talents. Et une fois que tu as révélé ces talents, c'est génial. Parce qu'une fois que tu les connais vraiment bien, en fait, tu te dis comment tu peux les mettre à contribution pour les autres. En fait, pour l'humanité, pour la société, comment tu peux te rendre utile, quoi. Et c'est là où tu vois qu'on est tous complémentaires, et c'est ça qui est magique. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé ce chemin très tôt. Tu te rappelles, c'est peut-être tôt, 10 ans, mais tu te rappelles ce moment où tu t'as débuté ce chemin?
Oui. Et tu te rappelles ce que tu t'es dit un peu, en fait, waouh, ça fait 10 ans qu'on te bassine sur des choses qui n'ont pas de sens ou... Alors pas à l'âge de Ah, 10 ans, non. Comme je te disais, le voyage déjà était un sacré déclic parce que ça a remis en question beaucoup de choses. Ouais. Et après, de fil en aiguille, à l'époque, il y avait pas beaucoup de bouquins en développement personnel. Donc, pour ceux qui connaissent, quand on habite à Paris, avenue Montaigne, les Champs-Élysées sont vraiment juste à côté. Et à l'époque, il y avait Virgin sur les Champs-Élysées. Ok. C'est Megastore. Ouais. Ouais. Et donc, moi, en fait, j'allais là-bas et je m'asseyais dans les rayons et puis je bouquinais, quoi. Et je pense qu'il devait y avoir peut-être une dizaine de bouquins en développement personnel. Et le premier bouquin, moi, qui m'a marqué, c'est en 99, c'est La prophétie des Andes, qui est vraiment, si tu l'as pas lu, je recommande. Pour moi, il fait partie des lectures qu'on devrait avoir pour ceux qui s'intéressent un petit peu à eux-mêmes, quoi. Ouais. Et donc, je tombe sur ce bouquin et je me dis, waouh, mais en fait, je suis pas le seul à réfléchir comme ça, à penser comme ça. Okay. Parce que, comme je te disais, je me sentais un peu seul de ma génération. Et puis, de fil en aiguille, je tombe sur d'autres bouquins. Après, il y a plein de synchronicités qui se mettent en place dans ta vie. En parallèle de ça, j'ai fait du skateboard aussi pendant 14 ans. Donc, j'étais tout le temps dans les rues de Paris à faire du skate. Et c'est une autre école aussi dans la rue. Tu rencontres beaucoup de monde. C'est très intéressant d'ailleurs parce que tu vas faire des choix. En fait, des personnes que tu rencontres, il y a des personnes qui peuvent te niveler vers le bas et d'autres qui peuvent te tirer vers le haut. Et donc voilà. Donc j'ai eu cette chance de faire les bons choix et de plutôt me rapprocher de personnes qui m'ont tiré vers le haut. Et donc dans le lot, il y avait des gens quand même qui étaient aussi très intéressés par le domaine du développement personnel. Mais à l'époque, on n'en parlait pas parce que c'était un peu pointé du doigt comme un mouvement sectaire en fait. Oui. Donc on parlait pas de yoga, on parlait pas de méditation, on parlait pas de tout ça. Et si on en parlait, c'était un peu en off. Et on voulait pas être jugé, donc c'était dans des contextes très restreints, quoi. En fait, tu vois, c'était Par exemple, quand on allait faire du skate, on était beaucoup, on pouvait pas parler de ça avec tout le monde, quoi. Ouais. Donc il y avait quelques personnes avec qui je pouvais discuter de tout ça. Et voilà, donc de fil en aiguille, à travers les voyages, les lectures, les rencontres et tout, etc. Ça m'a amené à mieux me connaître. Et puis je continue encore à 45 ans à essayer de bien me connaître, parce que je vois quand on est vraiment à géométrie variable, c'est incroyable en fait. On est tout le temps, c'est l'impermanence totale en fait. Notre mindset tout le temps. Ouais. Et c'est comment trouver ce juste équilibre. Excellent. Et c'est à ce moment-là que tu lances ton entreprise? Alors je lance ma boîte en 2003. En 2003, j'ai 23 ans. Donc tu sors d'un moment difficile ou très difficile. Ouais. J'étais SDF en fait à Paris pendant un peu plus de 6 mois en plein hiver. Donc c'était compliqué. Alors comprendre par SDF sans domicile, j'ai jamais dormi dans la rue. Donc je me suis toujours débrouillé en fait pour aller dormir chez des potes ou dans des lieux un peu insalubres. Mais bon, j'ai ta mère quand même. Donc Alors ma mère non, parce qu'en fait ma mère a dû quitter son emploi donc de gardienne du jour au lendemain. Ouais, en fait, pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je descendais d'une chambre de bonne, donc je dormais dans une chambre de bonne, et j'arrive chez ma mère, en fait, et donc il y avait son ex-compagnon qui était en train de l'étrangler. Et donc du coup, je me suis battu avec lui, je lui ai pété 4 dents, lui a porté plainte contre moi, et en fait, on s'est rendu compte dans les altercations de ce qui est après avec les flics, parce que bon, en gros, on est obligé de s'expliquer quoi, que lui sortait de l'hôpital Sainte-Anne, qu'il avait hôpital psychiatrique à Paris, qu'il avait falsifié des chèques, etc. Et en fait, comme il était un peu barré, du coup, il nous avait menacé d'acheter une arme à feu et de nous tuer. Et donc, à quel âge à ce moment-là? J'ai la vingtaine, hein. Waouh. Et donc, en fait, ma mère, elle flippe. Donc, elle quitte du jour au lendemain son emploi, elle se barre. Okay. Et donc, plusieurs possibilités. Mon frère lui propose de l'accueillir chez elle, mais lui, il venait juste d'avoir son premier enfant. Ils étaient dans un tout petit appart à Montrouge, et donc, moi, j'avais pas envie de déranger. Donc, je leur ai dit, écoutez, laissez-moi, ne vous inquiétez pas, je vais le débrouiller, c'est mon choix. Vous en faites pas pour moi. J'aurais pu aller chez mon père qui habite à Chili-Mazarin, mais il habite dans une banlieue, je trouvais que c'était pas cool. Donc je fais ce choix de me débrouiller. Ça a été une belle école, là encore. En fait, j'ai appris plein de trucs. Évidemment, j'ai côtoyé pas mal de SDF de l'époque, quoi. Et notamment, je me suis rendu compte d'une chose pour moi qui a été assez marquante. Tu sais, je sais pas si tu le vois dans la vie de tous les jours. Parfois, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, par exemple, là, tu vois, t'as les yeux qui brillent. Ouais. Et donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu cette lumière dans les yeux. On est d'accord? Ouais. Tout à fait. Tu vois un peu ces gens-là? Ouais. Et ceux que j'ai côtoyés à l'époque, ils avaient plus cette lumière. Okay. Donc en fait, c'est comme si tout était éteint, qu'il n'y avait pas de solution, que vraiment c'était le noir complet, quoi. Ouais, ils sont dans un tunnel. Ouais, dans un tunnel qui est très très négatif. Et donc moi, ce que j'ai découvert de moi que je ne soupçonnais pas à ce point-là, en fait, c'est que je suis quelqu'un de très optimiste et positif. J'avais déjà mis en place une forme de routine, une discipline en fait qui me permettait d'être bien dans mon corps et bien dans ma tête. Ouais. Et je pense que tout ça associé a fait que j'ai vu cet événement comme une expérience de vie et je me suis dit c'est clair que ça va pas durer longtemps et à un moment donné je trouverai une solution. Okay.
Et donc, ça a duré 6 mois. Et après, la seule solution que j'ai trouvée, c'est un 10 mètres carrés au 6e étage dans l'ascenseur, dans lequel je suis resté 10 ans avant de m'installer ici à Montpellier, quoi. C'est énorme. Ouais. J'ai 2 questions qui me sautent. La première, c'est comment, d'où tu tires cette confiance à la fois en toi et en la vie? Ouais. Parce que tu te retrouves à ce moment-là à la rue, bon, comme tu dis, Ouais. sans dormir dans la rue, mais comment est-ce que tu dis, en fait, non, je suis très optimiste, d'où tu tires cette confiance en toi Ouais. et en la vie? Ouais, en plus, c'était assez badant parce que c'est à ce moment-là aussi, je me suis rendu compte des potes. Ouais. Tu fais, alors je sais pas si c'est le cas pour toi, mais à Paris, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu, j'avais plein de potes. Ouais. Ouais, plein de potes. Vraiment dans des univers très différents. C'était super intéressant, mais vraiment, on va dire, beaucoup, beaucoup de potes. Et quand tu te retrouves vraiment dans la merde, tu vois, en fait, vraiment qui est là. Et je peux te dire qu'il en restait pas beaucoup, hein. Il en restait 2, quoi. Wow. Tu vois? Donc ça, déjà, en fait, tu vis une expérience qui est compliquée et tu te reprends une autre claque dans la tête par rapport à l'amitié, en fait, la confiance, tout, etc. Et donc ça m'a brisé le cœur, en fait. Je me suis dit: «Merde, putain, mais en fait, on peut pas compter sur les gens, quoi». Bon, bref, en tout cas, ça m'a forgé, ça m'a appris, du coup, à faire de discernement après dans ma vie de tous les jours au niveau de l'amitié et des rencontres. Okay. Et comment j'ai fait? Je te dis, c'est ce que j'explique dans mon premier livre. J'avais une discipline de vie qui est toujours, en fait, active dans ma vie d'aujourd'hui. C'est un peu comme tu te brosses les dents et que tu prends une douche, par exemple. Tu réfléchis pas, c'est habituel, c'est comme ça. Moi, j'ai mis en place des habitudes au niveau de mon alimentation, du sommeil, du sport, de la relaxation. C'est ta routine, alors? Alors, ma routine, c'est... Est-ce qu'elle ou à quel niveau elle a évolué? Je suis intéressé par voir ce que tu as pu faire au début et ce que tu as pu changer. Elle n'a pas tant évolué, en fait. Ce qui a évolué, c'est plutôt l'environnement dans lequel je me trouve. Okay. Ouais. Alors, en gros, ma routine, c'est que moi, je suis réveillé très tôt. Donc, je suis réveillé vers 5h30, 6h. J'ai appris plus tard, d'ailleurs, qu'il y avait un bouquin, si ça t'intéresse, qui s'appelle le Miracle Morning, qui parle justement de l'idée de se réveiller à 5h30 parce que ça nous laisse une plage de temps, du coup, le matin pour prendre soin de nous, notamment. En tout cas, l'idée motrice, c'est quand même avant tout ça. Donc, moi, je suis réveillé tôt. Donc, par exemple, ici à Montpellier, je te dis que l'environnement change, c'est qu'ici à Montpellier, du coup, je prends mon vélo, je fais 40 minutes de vélo, je vais à Carnon, donc c'est Carnon plage, quoi, c'est la playa. Et donc là, je vais assister au lever du soleil, je fais mes exercices de yoga, de méditation, je me baigne. Ça me prend à peu près 1 heure, quoi. Et après, je jardine. Moi, j'appelle ça jardiner. Je n'aime pas le mot travail parce que j'ai l'impression d'être un jardinier qui sème des graines tout autour de moi depuis une vingtaine d'années. Mais autrement dit, je travaille. Il y a un spot qui est très sympa, en fait, un restaurant qui donne les pieds sur la plage, quoi. Et donc, je bosse face à la mer. Face à la mer. Voilà. Tu jardines face à la mer. Exactement. Donc ici, ça, c'est ma routine, par exemple, matinale. Quand j'étais à Paris, j'allais au bois de Boulogne. Tu vois, donc je prenais pareil un Vélib, quoi. Donc j'allais au bois de Boulogne, je faisais mes exercices de méditation, tout, etc. Lever du soleil, la même chose. Donc ça, c'est l'environnement. Après, par la suite, dans la journée, moi, je m'impose de terminer de travailler à 4h30 de l'après-midi, parce que j'ai envie que le reste de l'après-midi me soit consacré. Donc là, ici, je retourne à la plage. Donc, je refais du vélo, je retourne à la plage. Et à Paris, je retournais au bois de Boulogne et j'allais méditer auprès d'un arbre. Ok, excellent. Ça, c'est ma routine, on va dire, pour me réveiller, pour être bien, en fait, dans mon mindset. C'est ton brossage de dents spirituel. Exactement, c'est ça. Et en fait, dans ma routine globale, il y a mon sommeil. Donc, je fais très attention à mon sommeil. C'est-à-dire que je me couche tôt, globalement. 22h, normalement, je dors. Je sais que j'ai besoin entre 6 et 7 heures de sommeil. Donc, je vais me réveiller naturellement. Donc, je n'ai pas de réveil. Waouh. J'ai ouais, ça c'est génial. Franchement, ça a changé ma vie. C'est quasiment le jour où j'ai commencé à créer ma boîte. Okay. Ouais, j'ai découvert ça et je me suis dit, waouh, quel luxe, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, maintenant c'est appliqué. Tout le monde peut le faire. En fait, il suffit juste de comprendre notre mécanique, notre horloge biologique. Peut-être que toi, tu as besoin de 8 heures de sommeil, par exemple, et tu te cales en fonction de ça. Au bout de 8 heures, si tu as besoin de 8 heures, au bout de 8 heures, ton corps il se réveille naturellement. Mon alimentation est primordiale dans ma vie, donc je passe beaucoup de temps à cuisiner des plats qui sont jolis. Quand on dit jolis, donc c'est de les colorer. Je prends du temps à faire en sorte que ces plats-là m'apportent de l'énergie et de la vitalité. Donc ce qui veut dire que j'ai complètement changé mon alimentation telle qu'on l'avait appris. Là encore, c'est quelque chose qu'on peut nous apprendre dès les bancs de l'école. Et ça, c'est tout un processus, c'est très long, et lent aussi quelque part, mais ça évolue aussi. Autant, tu vois, la connaissance de soi, elle évolue avec le temps, autant l'alimentation, elle évolue aussi, parce que notre corps aussi évolue. Ouais, donc il faut tout le temps être à l'écoute. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, mais pour tous les êtres humains. Tout ce que je dis, que ce soit l'alimentation, le sommeil, le sport, tu sais, à travers le vélo, ça peut être de la natation, de la course à pied, peu importe pour qui. Mais tout ça, c'est super important pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps. J'ai fait un épisode sur l'alimentation, justement. Ah ouais, parce super. que je me posais ces questions-là. Ah ouais, c'est fondamental. Et
Et ouais, fondamental. Ça change tout. Franchement, ça change. C'est quoi tes petits types d'alimentation, toi, tu fais? Là, je sais pas si tu le vois. En fait, moi, j'utilise le vitaliseur de Marion Caplan. Je sais pas si tu connais. Alors, il y a des gens qui... Tout ce que tu dis, je le note et ils seront en bas du podcast. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Alors, en fait, le vitaliseur, la particularité, c'est que la cuve, elle a une forme très spécifique qui fait que la température ne dépasse pas les 90 degrés. Alors que certains disent que dès que ça dépasse les 90 degrés, ça dénature les aliments, et d'autres qui disent que non. Alors, moi, je fais un mix entre les deux, parce que je suis pas totalement sûr. Donc, j'aime bien cuisiner à la vapeur avec le vitaliseur de Marion, sinon je mange du cru. Ok. Ouais. Sinon, j'ai un extracteur de jus. Du brut, j'imagine. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai un extracteur de jus. Et donc, avec l'extracteur, par exemple, ce matin, je me suis fait un jus vert. Donc, il y avait du céleri, du concombre et du chou rave. Excellent. Voilà. Donc, je mixte je mange des fruits pour avoir des fruits. Donc ça, les fruits, je ne fais pas de jus. Ouais. Et ça, c'est que pour moi. Ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Ouais, je comprends. C'est vraiment à chacun de trouver vraiment ce qui est bon pour lui. Donc, je mange les fruits, je me fais un certain nombre de jus verts. Ouais. Je cuisine à la vapeur, ou sinon, je mange cru. Et donc, tout ça, c'est évolutif en fonction de mes envies. Donc si par exemple aujourd'hui je sais pas, j'ai envie de manger des pâtes par exemple, et je me mangerai des pâtes. Donc j'écoute beaucoup mon corps et mes envies, mais j'essaye de rester sur un principe d'aliments qui m'apporte de l'énergie et de la vitalité. Et ça, une fois de plus, c'est très différent d'une personne et l'autre. J'ai intégré dans ma routine la relaxation. Donc moi j'aime bien méditer notamment dehors. Donc là en l'occurrence je vais à la plage. Mais pareil, il y a plein d'études scientifiques qui montrent les bienfaits du sport, du sommeil, de l'alimentation, des exercices de relaxation. Pour tous les pragmatiques, il y a plein d'études scientifiques qui montrent vraiment l'importance. C'est assez clair, mon Ouais, ça paraît évident. Et il y a toujours c'est pas facile à appliquer, je trouve. C'est très difficile à appliquer. Et c'est pour ça que je parle de discipline. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui commencent et qui arrêtent très rapidement. Ouais, en fait, là où ça marche, c'est quand tu continues, quand tu es vraiment sur du long terme. Ça, c'est le Kung Fu qui m'a appris ça, quoi. À vraiment persévérer, à maintenir, en fait, une ligne de conduite. Et c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne dans ta vie, que ce soit perso ou professionnel. Je te laisse finir, pardon, sur la route. Ouais. Et donc, du coup, il y a les exercices de relaxation et puis il y a la nature. Donc, comme je te le disais, je suis très souvent dans la nature, que ce soit à travers mes randos ou quand je vais méditer, faire un exercice de yoga à la playa. Mais la nature, pareil, nous veut du bien. Il y a plein d'études scientifiques qui le montrent aussi. Donc voilà, j'ai intégré tous ces réservoirs d'énergie dans ma vie et j'essaie de les combler du mieux que je peux tous les jours. Et ça me permet d'être bien dans ma tête et d'être bien dans mon corps. Génial. J'ai une question qui va directement avec ça. Comment tu fais, pour le coup, quand tu as des petits moments de down ou de doute? C'est quoi comment tu réagis à ça? Parce que malgré tout ça, je trouve que de temps en temps, tu rentres chez toi le soir, tu as un peu des idées noires. Comment tu... Alors moi, je pense, mais on est tous différents, que si ces principes-là sont vraiment intégrés dans ta vie, ça te permet d'avoir un regard différent sur les événements. Je suis d'accord. Et donc, on revient à la discipline. C'est que, je me répète, si c'est vraiment intégré dans ta vie, je t'assure que ton regard sur les événements, il est complètement différent. Parce que déjà, à la base, en fait, ton corps, il est bien. Tu lui apportes l'énergie qu'il lui faut, la vitalité qu'il lui faut, tout ce qu'il lui faut, en fait, pour qu'il soit bien. Donc, il y a très peu de toxines. Et en même temps, ton esprit aussi va bien, parce que les deux sont intimement liés. Dans les études qui ont été faites, notamment, là, dernièrement, on a montré qu'il y avait un lien entre ce qu'on mange et ce qu'on pense. Donc, en fait, tout est vraiment interconnecté. Donc, c'est pour ça que je me répète, mais la discipline, c'est le maître mot. Si tout est intégré et tout est fait avec discipline, au même titre que tu te brosses les dents, je t'assure que, normalement, et même les événements qui t'arrivent, qui soient négatifs, tu les vois vraiment, tu les perçois très bien. Tu les vois justement, en plus. Tu ne dis pas, c'est pas toi qui est là. Toi, tu recules. En fait, tu es détaché. Donc, tu les vois, tu sais les observer. Et après, tu sais comment rebondir, en fait, sur l'événement. Et si c'est pas lié à toi, la guerre, le réchauffement climatique, t'apprends encore une nouvelle... Ça n'impacte pas. Ça n'impacte pas. Non. Tu vois juste, tu dis, c'est comme ça. Et... c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas d'impact là-dessus. Donc en fait, tous ceux où je n'ai pas d'impact dessus, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on nous montre à l'atelier et tout ce qu'on entend à la radio, non pas que je me sens pas concerné, mais pour pas que ça m'affecte, je me dis moi, de toute façon, je n'ai pas d'impact là-dessus. Comment moi, par contre, je peux avoir un impact positif sur la société? Comment moi, à mon niveau, je peux le faire pour un peu contrebalancer, tu vois, ce truc-là? Et c'est ça en fait qui m'alimente depuis 20 ans, c'est que je me sens utile. Je vois que toute l'énergie que je mets déjà à m'occuper de moi et à le transmettre autour de moi,
est bénéfique. Donc c'est ma façon à moi, si tu veux, de me sentir utile, quoi. La guerre, non, moi, à mon niveau, je peux pas faire grand-chose, quoi. Ok. Ouais. Tu peux limite accepter de la tristesse si tu. Oui, bien sûr, c'est une émotion, il faut l'accepter. Mais bien sûr. Mais tu t'attardes pas là-dessus. Ok. Ouais. Ok. Tu t'attardes plutôt sur ce que toi tu peux faire en fait, de proactif et de positif pour changer en fait parce que moi, ce dont je crois, c'est à notre responsabilité citoyenne. Donc, notre responsabilité citoyenne, c'est de prendre soin de nous en priorité. Et une fois qu'on a mis en place tout ça dans notre vie, et je dis pas que c'est simple, hein, c'est un idéal. Hein. Après, on peut passer à la suite. C'est comment après je peux me rendre utile en fait pour les autres. J'ai trouvé tout ce qui était bon pour moi. Ça y est, c'est intégré dans la vie. Comment là maintenant je peux passer à l'action et aider en fait mon prochain, quoi, quelque part. Et c'est ça qui est génial. Et moi, je crois en ça. Je me dis que si chacun fait ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on change le monde. C'est la phrase de Gandhi, quoi. C'est change-toi toi-même. Et non, soit le changement que tu vois dans le monde. C'est ça. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, parce que je me dis qu'on peut apporter ça le plus tôt possible aux enfants. Et donc, je crois qu'on fait un super cadeau après à l'humanité. Enfin, il faut surtout pas attendre justement des autres que notre société elle change. C'est vraiment, ça passera uniquement pas que uniquement, mais on est beaucoup plus nombreux que les industriels, on est beaucoup plus nombreux que les politiques, que les gouvernements, tout, etc., que les États, les rois, les reines, tout ce que tu veux. Et je crois que c'est vraiment une décision collective. Donc, plus on sera nombreux, comme toi, tu le fais, par exemple, avec ton podcast, à semer des graines comme ça autour de nous, pour inspirer les gens. Il suffit juste d'un déclic, parfois, pour une personne, pour qu'elle puisse changer le monde. Ouais. Moi, je me dis que c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire notre job, quoi, chacun de notre côté. Ouais. C'est très beau. Et donc, c'est pour ça que tu te lèves le matin. Mais oui, c'est carrément pour ça que je me lève le matin. Mais oui, parce que c'est tellement... C'est marrant parce que l'image des graines, désolé, je rebondis sur ça, mais on l'a utilisé avec mon associé Maurice, là, dans la précédente boîte pendant... tout à chaque fois, on disait, j'ai planté une graine, j'ai planté une graine. Mais c'est exactement ça. C'était égoïste parce qu'on parlait de notre boîte, mais en effet... c'est totalement ça. Plante des graines. Mais oui, et il faut pas sous-estimer une graine qui a été semée. Vraiment, parce que moi, là, avec 21 ans de recul, le développement de mes entreprises, je vois, en fait, que vraiment, ça marche, quoi. C'est ça qui est génial. Excellent. Et oui, une fois, alors ça dépend des individus. Pour certains, la graine, une fois qu'elle est semée, ça va être très rapide en termes de prise de conscience et de passage à l'action surtout. Parce que la prise de conscience est importante, mais le plus important pour moi après derrière, c'est l'action. C'est ce qui nous manque en France, par exemple. Je trouve qu'on passe pas assez à l'action. On a plein d'idées, mais c'est ça. Et mais on passe pas assez à l'action. Et par contre, pour d'autres personnes, ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais on s'en fout parce que la graine, elle a été semée. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Ok, c'est excellent. Et donc, reprenons ton histoire. Tu lances ton entreprise, c'est quoi comme entreprise à ce moment-là? Alors ça c'est incroyable parce que du coup donc j'ai pas de diplôme. Je voyageais déjà depuis un petit moment avec mon sac à dos et moi ce que je voulais c'était montrer en fait aux gens une autre façon de voyager. Et donc je fais ma propre étude. Déjà à l'époque. Ouais. Wow. Et donc je fais une petite étude de marché, mais j'avais pas appris à faire une étude de marché, donc je fais mon étude de marché en gros et je vois que ce que je veux proposer n'existe pas. Et après, on croit aux synchronicités de la vie ou pas, mais je rencontre quelqu'un qui me dit, j'ai un frangin qui a une agence de voyage, je vais lui parler de ce que tu fais, enfin, de ton idée, et tu verras bien. Et donc, je vais le voir, et je vois des dollars briller dans ses yeux, et je me dis, waouh, putain, il m'a acheté un truc, quoi. Donc, je me lance. C'était quoi l'idée exactement? L'idée, qui était très novatrice à l'époque, parce qu'en fait, j'ai créé un marché. Okay. Donc, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Et dans ce marché, j'ai créé un modèle économique dans le monde du tourisme, qui était inexistant. En fait, l'idée, pour moi, c'est de mettre en contact toi, par exemple, qui va partir au Costa Rica avec une agence de voyage qui est au Costa Rica, qui est francophone et qui est calée avec le désir que j'ai envie de séjour que j'ai envie de montrer aux gens. Donc moi, je contactais les agences de voyage, par exemple au Costa Rica, et je leur disais, voilà, est-ce que tu peux me construire un séjour? Parce que moi, je suis pas agence de voyage. Tu me construis un séjour sur mesure avec ça et ça. Qui est ma façon en fait de voyager. Les mecs ils me disent bah ok, pas de problème, je te fais un séjour. Ce qui était génial, c'est qu'après moi je l'ai testé ces séjours, donc j'étais dans plein de pays pour tester le séjour. C'était du plaisir. Mais ouais, c'était trop bien. Donc pour vraiment valider que c'était ça que je voulais proposer en fait aux clients. Et après, une fois que le client il contacte l'agence au Costa Rica, moi je récupère une com. Okay. Et ça, c'était inexistant. Exceptionnel. Totalement inexistant. Donc, du coup, je me suis fait embêter par les gros du tourisme. J'ai reçu plein de mises en demeure, quasiment tous les mois, je recevais des mises en demeure. On demandait d'arrêter mon activité, parce qu'ils disaient que j'étais pas agence de voyage. Et comme c'était quelque chose de nouveau, ils comprenaient pas, en fait, le modèle, quoi. Et moi, j'ai un avocat qui me suit depuis mes débuts, en fait, qui leur a expliqué que, non, en fait, les gars, il est en train de créer quelque chose de nouveau, il a le droit de faire ça, il est carrément dans les clous. Donc voilà. Donc, j'ai insisté un petit peu pendant 4-5 ans pour développer, ça s'appelle Néhorizon Travel. Okay. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de gens. Néo direct, le Néo est venu. Le Néo, oui, parce qu'à l'époque, c'était les débuts des Néo. On voyait Néo machin, c'était un peu à la mode, quoi. Okay.
Et donc, au bout de 4 ans, en fait, je me rends compte que le monde du tourisme, ça me saoule parce que déjà, j'étais quand même bien embêté par les grands du tourisme. Et puis, globalement, je trouvais que c'était un monde de requins. Pas très doux, en fait, entre eux, tu sais, il y a vraiment une concurrence très forte. Et donc voilà, je décide de revenir un peu aux racines. Comme je suis né dans une famille où on parle de connaissance de soi depuis que je suis tout petit, je me dis, tiens, je vais créer une agence de communication et on va parler de développement personnel et de connaissance de soi du mieux qu'on peut pour essayer de démocratiser en fait ce secteur. Et donc on va l'appeler Néo Bien-être. Excellent. Voilà. Trop marrant. Et après, de fil en aiguille, plein de choses sont arrivées sur mon parcours de vie que j'avais pas prévu. Sur Néo Bien-être, et en fait ça va être lié avec ton film, c'est quoi le bonheur et tout. C'est quoi pour toi les trucs où tu dis, ok, ça, on n'apprend pas du tout assez à l'école. Et je pense que ça va être lié à ma question qui est, qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce qu'on doit apprendre dans une nouvelle école de la vie? C'est quoi pour toi les éléments, les matières manquantes, quoi, fondamentales? Globalement, c'est l'étiquette du savoir-être. Ouais. C'est-à-dire qu'on est très concentré sur le savoir et sur les connaissances, mais très très peu sur le savoir-être, comme je te disais. Et donc pour moi, il faut vraiment axer, au moins équilibré, parce que il y a certaines écoles qui le font et il y a certains profs qui vont dans cette direction. Il faudrait quand même rassurer les gens qui t'écoutent. C'est vrai. Moi, ça fait quasiment plus de 10 ans maintenant que je mets de l'énergie dans l'éducation, et donc je vois que ce soit à travers le magazine papier Innovation en éducation, le podcast Innovation en éducation, le congrès Innovation en éducation, tout ce qu'on a créé dans l'écosystème Innovation en éducation, je rencontre beaucoup de monde et je vois que, pour essayer d'être très synthétique, il y a à peu près 50% des enseignants du corps enseignant, donc de l'éducation nationale, qui essayent plein de choses. Et donc il faut les remercier parce que vraiment c'est une bouffée d'air en fait dans le monde de l'éducation. Merci aux enseignants. Mais oui, mais très clairement. Et donc il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui le font. Donc, il y a les enseignants, mais il n'y a pas que dans le monde de l'éducation et des professionnels de l'éducation. Il y en a plein, les ADSEM, il y a vraiment beaucoup de corps. Et toutes ces personnes, pour moi, vont dans la même direction, c'est-à-dire intégrer davantage de savoir-être dans notre société. Et donc, le savoir-être, ça passe par ce qu'on appelle les soft skills. Tu sais, c'est vraiment apprendre à se connaître, quoi. Ouais. Qui on est, nos compétences, nos qualités, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comprendre nos émotions et pouvoir les nommer. Tout ce qui fait que c'est ce qu'on est nous, en fait, en tant qu'individu assez unique. Tu vois, toi, tu me disais que tu avais fait une école d'ingénieur, donc on t'a formé à rationaliser, voilà, avoir une vision, en fait, très... problème, ouais. Exactement. Bon, comme tu me disais en off, on t'a pas appris, en fait, à savoir, mais qui tu es, en fait. Ouais. T'es qui, Clément, quoi. À communiquer, à s'écouter. Exactement. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux, en fait. Donc ça serait chouette que davantage d'écoles puissent aller dans cette direction, ce qui est le cas. Moi, je dis dans mon deuxième film, c'est l'école de la vie, une génération pour tout changer. Une génération, c'est à peu près une 30aine d'années maintenant. Avant, c'était 25 ans. Moi, je suis sûr que, en 25-30 ans, on peut changer les choses. Mais par contre, c'est une responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que faut pas attendre de l'éducation nationale, faut pas attendre des écoles alternatives, faut pas attendre des parents, faut pas attendre du gouvernement. C'est à nous, en fait, de mobiliser et de mettre en place des actions qui vont dans ce sens-là. De transmettre ça, ouais. Ouais. C'est énorme. Et non, mais c'est énorme. Sur ce film, comment t'appelles ça? L'école de la vie. L'école de la vie, une génération pour tout changer. Comment, à quel moment tu te dis je vais faire un film? C'est venu après le film C'est quoi le bonheur pour vous? Ouais. Où j'avais pas prévu de faire un film, puisque tu as compris, j'ai pas de diplôme, donc je m'étais pas imaginé réaliser un film. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quand j'étais plus petit, donc plus jeune à Paris, j'allais très souvent au cinéma sur les Champs-Élysées. Tu sais, je pense être parmi les premiers à avoir acheté la carte Gaumont. Tu sais, en fait, tu payais pas grand-chose et tu pouvais aller plein de fois au cinéma. Et donc, j'allais vraiment très souvent au cinéma. Et je me rappelle des fois quand j'allais avec des potes, je leur disais, mais ils se moquaient de moi. En fait, je me retournais. Et donc, je voyais tout le public, là. Ouais. Et je leur disais, waouh, putain, j'ai l'impression qu'un jour, ce sera mon tour, quoi. Et puis, bien évidemment, ils se moquaient de moi. Et puis, même moi, je sais pas si j'y croyais trop, mais je me rappelle quand même l'avoir fait et dit plusieurs fois. Et pour autant, j'avais vraiment jamais imaginé réaliser un film. Tu vois, c'est 10 millions d'euros. En tout cas, dans notre inconscient collectif, c'est des millions d'euros. Il faut avoir fait des études pour, et tout, etc. Et pour raccourcir, pourquoi j'ai fait C'est quoi le bonheur pour vous? En fait, je me retrouve au Canada. Moi, j'aime bien dormir chez les gens. Donc là, il fait moins 40 degrés. Il y a une tempête de neige, donc je dors chez une nana. Et puis, on commence à parler de plein de choses. En fait, on refait le monde. Et à un moment donné, un peu comme ici, là, on est à table. J'ai mon téléphone portable qui est ici. Et puis, on parle du bonheur. Ouais. Et je dis, attends, ça te dérange pas si je te filme quand tu me parles du bonheur? Donc, je la filme. Elle me dit, OK.
Je regarde ces définitions le soir en me couchant dans le lit et je trouve ça génial. Je continue à interviewer des gens au Canada avec mon tel, comme ça, en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, du coup, ça m'a amené pendant 4 ans à interviewer 1500 personnes dans 25 pays. Mais là encore, j'étais porté par l'énergie d'interviewer des gens, comme peut-être que toi, tu es en train de le faire en faisant le podcast, parce que je trouvais ça super intéressant, j'en montrais des gens passionnants, et je voyais surtout qu'en publiant les vidéos sur YouTube, il y avait plein de gens qui laissaient des commentaires, et ça générait des déclics, et ça changeait des vies. Juste parfois une vidéo d'1 minute. De quelqu'un qui donne sa définition. Incroyable, franchement, et ça, j'avais pas du tout imaginé ça. Et comme mon leitmotiv, tu l'as compris, c'est de semer des graines, je me disais, waouh, en fait, voilà un nouveau canal que j'avais pas imaginé, la vidéo, YouTube. Et donc voilà, donc je commence du coup à générer plein de déclics. À travers les commentaires, je me rends compte que ça génère plein de déclics. Et c'est ça qui me motive à continuer à interviewer des gens. Et en fait, ton moteur, c'est le provoquer le changement. Enfin, c'est pas tant provoquer le changement, mais c'est de me dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, demain, par exemple, je sais pas, ce soir, tu prends le train, tu vas y avoir quelqu'un à côté de toi, tu vas discuter avec cette personne, et potentiellement, en fait, cette conversation peut changer ta vie. Ouais, de ce qu'elle va dire, de ce que vous allez vous dire. Peut-être que toi, tu vas changer sa vie aussi. Et moi, c'est plus ça. En fait, je crois à cette interaction qu'on a tous les uns les autres. Mon mindset, tel que je le vois, en fait, notre planète, c'est un peu spirituel, mais je sens qu'on est tous connectés, les uns les autres, tous les êtres vivants. Moi, j'ai l'impression de voir des fils. Donc, il y a comme un fil, en fait, qui nous relie les uns aux autres. Ce fil, pour moi, c'est purement et que de l'amour. Et donc, je me dis à chaque fois que si moi, je prends soin de moi, en fait, je prends soin de toi. Si toi, tu fais l'inverse aussi, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très collectif et de très connecté les uns avec les autres. Donc, oui, moi, en fait, ce qui me motivait, c'était... Oui, alors, je voyais qu'il y avait des générations qu'il y avait plein de déclics, c'était génial, mais c'était plus de participer à une réflexion qui me semblait être hyper importante. Ouais. C'est quoi le bonheur pour vous? Ça me paraît être une réflexion vraiment très importante. Et donc, voilà. Et donc, au bout de 4 ans, je me retrouve avec 300 heures de rush. Et je sais pas quoi en faire, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et je me dis spontanément, tiens, je vais en faire un film. Et voilà, et de fil en aiguille, je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider à faire le film, qui s'appelle Laurent Queyrat, et on va faire une maquette de l'affiche. Et là, je vais publier, en fait, cette affiche sur les réseaux sociaux. Et voilà, je crois en 2 mois, on reçoit 60 demandes par jour de gens qui voulaient organiser les projections du film. Wow. Et donc, je me fais embarquer pendant 1 an dans 400 salles de ciné, toutes remplies. On remplit même 2 fois, donc à 2 reprises, on a rempli l'entièreté des salles des cinémas. Donc ça représente vraiment beaucoup de personnes, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc on a rempli toutes les salles pour projeter en fait le film C'est quoi le bonheur pour vous. Enfin, j'invite les gens qui écoutent à se mettre à ma place. Moi, je me considère vraiment comme quelqu'un de lambda. Donc c'est pas mon métier de faire un film. Puis d'un coup, en fait, ton film est projeté en fait au cinéma. Donc même encore à l'heure d'aujourd'hui, quand je le vois au ciné, parce que je continue, on m'invite encore pour faire des débats. Je trouve ça génial, en fait, de voir son film au ciné. Et puis surtout, en fait, les salles qui sont bondées, les gens qui kiffent ton film, tu sens aussi que ça leur fait un bien fou. Et que c'est générateur de déclics. Enfin, franchement, c'est une expérience qui est fou. Enfin, qui est folle, pardon. Ouais. Et donc, du coup, suite à cette expérience que je suis en train de vivre, où je me rends compte qu'un film peut être tellement impactant en termes de message que tu as envie de véhiculer, et que moi, dans ma tête, l'éducation, pour moi, c'est fondamental. En parallèle de ce que je vis à faire des ciné un peu partout en France et dans le monde, je commence à réaliser le film L'école de la vie. Nouveau projet. Exactement, parce que je me dis, là, il faut que je surfe en fait là-dessus. L'éducation, c'est primordial. Il faut faire un film autour de ça. Et attends, je peux te poser une question sur L'école de la vie. Ouais. C'est quoi ta réponse aujourd'hui à c'est quoi le bonheur pour toi? Je donne ma définition dans le film C'est quoi le bonheur pour vous, dans le générique de fin. Mais sans le spoiler, moi, ce que je dis très souvent quand on me pose cette question, c'est qu'à l'époque, quand je suis dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés, que je veux créer ma boîte, je me pose plein de questions. Et notamment, je me pose la question de c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi, moi, dans ma vie de tous les jours, en fait, pour être heureux? Et ça n'a pas trop changé, tu vois, en plus de 20 ans. Moi, j'ai besoin de rencontrer du monde, l'amour, l'amitié, de manger. T'as compris, je suis quelqu'un d'épicurien, donc l'alimentation est assez importante, d'être dans la nature, de voyager, de rencontrer d'autres cultures, de me confronter, en fait, à d'autres personnes, tu vois, qui voient les choses de manière très différente. C'est assez simple, finalement. Et le bonheur, c'est un peu répondre à ses besoins, en fait. Exactement. C'est ça, ouais. Et j'ai une deuxième question. Le sous-titre de ton film, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est 7 milliards de devenus 7 milliards de définitions. Oui. Moi, j'avais une vision pas opposée, parce que je suis d'accord qu'on a tous des utilités. Je porte un peu cette vision d'en fait, on a tous profondément les mêmes envies. Tu vois, on a tous cette envie, tu viens de dire, d'amour, de paix, de connexion. Oui. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou t'es plutôt d'accord?
Alors, je suis plutôt d'accord avec ça, hein. On est tous animés, en fait, globalement, par être heureux, par être bien dans notre tête, bien dans notre peau, globalement. Par contre, notre définition est très Ça va différente. changer. Ouais. C'est-à-dire que pour certains, ça va être le bien-être, pour d'autres, enfin, faut regarder le film. Le film, Mais et c'est encore, dans le film, il y a quoi? Il y a à peu près 60 personnes sur 1500, tu vois, 500. c'est pas grand-chose. D'ailleurs, il faut inviter les gens, en fait, l'exercice, en fait, dans la rue, hein, ou peu importe, chez vous, en famille, avec des amis, posez les questions, vous allez voir, en fait, chacun a une définition très différente de ce que c'est le bonheur. C'est Vraiment, ouais. Il y a des ponts communs, il y a des choses qui se croisent vraiment, mais on a tous notre point de vue quand même là-dessus, ouais. Ok, Ouais. merci beaucoup. Pardon, je t'ai coupé du coup sur le film éducation. Là. Ouais, bah du coup, je commence à réaliser en parallèle l'école de la vie. Et là, on rencontre avec Hermine un peu plus de 150 professionnels dans le monde de l'éducation, donc pas que des enseignants, vraiment le professionnel de l'éducation. Et donc des 150, je crois qu'on va en retirer pareil une trentaine et on va donc monter un film d'1h30. Et donc là, on essaye dans ce film-là de proposer justement une autre vision de ce que pourrait être l'éducation. On essaye d'éclairer, de montrer qu'il y a plein de choses. En gros, c'est une boîte de Pandore, quoi, le monde de l'éducation. Mais de manière très positive. C'est assez dingue tous les acteurs qui sont dans le monde de l'éducation qu'on ne soupçonne pas. C'est fou. Il y en a certains, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils ils ont donné toute leur vie, toute leur carrière à créer des outils, des nouvelles pédagogies, enfin, à aider les enseignants, à aider les parents. Pourquoi on n'est pas au courant? Parce que le mainstream, en fait, ne parle pas de tout ça. Ouais. On est très, très peu au courant de ce qui se passe, tout simplement. Même l'éducation nationale est assez limitée, en fait, en termes de communication auprès du corps enseignant. Et donc, voilà, nous, on a créé Innovation en éducation, donc l'écosystème Innovation en éducation pour ça, en fait, en se disant que si nous, à notre niveau, donc... un peu le lobby de l'innovation en éducation. Ouais, en fait... Le lobby de façon positive. Pas le lobby. Non, notre idée, c'est vraiment d'éclairer, en fait. C'est de montrer qu'il y a des solutions, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de professionnels, qu'il se passe énormément de choses dans le monde de l'éducation et que si, par exemple, quelqu'un qui va lire notre magazine Innovation en éducation et se dit après derrière, ah ouais, mais je soupçonnais pas ça, et qui fait ses propres recherches, là, il va comprendre comme nous, en fait, qu'il va ouvrir une boîte qui est gigantesque. Donc, on est plutôt là pour éclairer, pour semer les graines, en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Et, excuse-moi, j'essaie de bien formuler ma question. Non, en fait, pourquoi est-ce que du coup ça atteint pas plus? Enfin, comme tu dis, s'il y a des gens qui ont passé 50 ans à développer les nouveaux outils, pourquoi est-ce que ça change pas plus? Pourquoi est-ce que dans l'éducation nationale, il n'y a pas quelqu'un qui dit mais ça devrait être intégré dans tous les programmes? C'est quoi le frein à ça? J'ai pas la réponse à ça parce que moi-même je me questionne aussi par rapport à ça. Ouais, complètement. Et donc j'ai pas vraiment de formulation constructive, mais plutôt un point de vue peut-être personnel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça ne servirait pas leur intérêt. Ah. Ouais. J'ai vraiment cette impression. Je pense, mais bon, alors certains vont dire, là, on est dans le monde des complotistes. Ouais. Mais moi, je pense que c'est plus facile de maîtriser une population qui réfléchit pas trop, qui est conditionnée, qui est un peu sous forme d'hypnose, plutôt qu'une population qui est libérée, éclairée, consciente, bien dans sa peau, bien dans sa tête. C'est un peu de capitalisme, mais c'est vraiment un sommet. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'impression que ça me donne parce que quand tu regardes bien, en tout cas, une fois de plus, c'est de mon prisme, tu sens que tout est interconnecté. L'agroalimentaire, la pharmacopée, l'éducation nationale, les hôpitaux, enfin, tout est vraiment interconnecté. C'est une espèce de grande machine. Ça peut paraître assez dingue quand on s'en aperçoit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Et donc, je vois pas vraiment quel serait l'intérêt d'avoir des gens d'un coup qui réfléchissent et qui ne sont plus des gentils consommateurs, quoi. Ouais. Donc, on s'appelle la société de consommation, quoi. Ouais. Et de façon quasiment positive. Hein. Ouais, c'est ça. C'est trop c'est ça. Mais personne. Et comme 80% des gens sont un peu là-dedans, quoi, en gros, hein, moi-même j'en ai fait partie, hein, jusqu'au jour où justement on se déclic, quoi. Et moi, je souhaite justement qu'à un moment donné, un maximum de gens puissent avoir leur propre déclic. Je dis pas le même que moi, mais en tout cas qu'ils puissent à leur niveau se rendre compte un petit peu de comment les choses tournent et qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, très clairement. On n'est pas face à une société qui nous veut du bien, vraiment. On est manipulé aussi. Ça faut être conscient que. Il y a une forme de manipulation aussi derrière. Le marketing, c'est la plus. On parle de neuromarketing maintenant, donc ils savent très bien en fait comment nous manipuler. Notre téléphone est le premier outil où on est manipulé. Les réseaux sociaux, je t'en parle pas. Internet, encore plus. La télévision, tu mets ton cerveau sur off quand tu regardes la télé. Enfin, tous ces mécanismes, finalement, on les connaît. Alors peut-être que ça peut faire peur à des gens. Il y en a, tu sais, qui font comme le singe. Là, ils se cachent les yeux, les oreilles, ils veulent pas savoir. Et je peux comprendre parce que ça peut être flippant. Moi, je pense qu'il vaut mieux être au courant.
Il vaut mieux comprendre en fait les mécanismes et après te dire comment moi maintenant je peux m'adapter à ce truc-là pour pas que ça m'atteint trop et comment moi du coup je peux participer de manière positive à changer le game quoi, sans être David contre Goliath, tu vois. Ouais, je comprends. Comment toi enfin, tu vas sûrement me répondre un peu comme tout à l'heure, hygiène de vie, mais comment t'arrives à être pas trop accro à ton téléphone, à pas trop être à réagir face à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et pourtant à être présent dessus, tu vois, comment tu gères ça? Alors ça, c'est le côté très délicat parce que moi, mon activité, je pense avoir été un peu pionnier à l'époque. Quand j'ai créé mon activité, ce que je me suis dit, c'est comment je peux assouvir donc mes besoins et notamment le voyage. Tu as compris, je voyage quand même très souvent, tout en participant à quelque chose de positif dans notre société. Et donc, Internet venait d'arriver. Donc, moi, mon activité, elle est autour d'Internet. Donc, le côté cool, c'est que partout où je vais, tant que j'ai de la connexion, en gros, je peux continuer à jardiner et à bosser, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, ça, c'est un côté pratique. Mais d'un autre côté, je suis tout le temps connecté, au final. Par exemple, je te disais que j'étais parti 3 semaines sur le chemin de Stevenson. Bon, sur une journée type, il y a au moins 4 heures quand même où je vais continuer, moi, à travailler, tu vois. Mais ouais. Alors, je sais que pour des gens, ça serait pas possible. Moi, c'est le choix de vie que j'ai fait et qui me permet de voyager partout dans le monde, tout en impactant le monde positivement. Donc, cette notion d'Internet et de téléphone, pour moi, elle est délicate parce que c'est vraiment mon objet de travail. Ton équilibre, tu l'acceptes de l'intégrer dans ta vie. Voilà. Tu dis ça comme exactement. Par contre, j'ai conscience que ça génère, en fait, en moi de l'addiction. Tu vois? J'ai vraiment conscience de ça. Donc, j'essaye du mieux que je peux de pas être trop addict, mais en même temps, c'est délicat parce que tu l'as compris, c'est mon activité pro, quoi. Donc, j'essaie de trouver le juste équilibre entre les deux, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident, quoi. Disons que ma façon de voir les choses, c'est que, par exemple, quand je suis en train de randonner sur Stevenson, finalement, sur une journée complète, je te dis, il y a à peu près 4 heures où, voilà, c'est ce que je me dis, ouais. Tout le reste de la journée, je suis en kiff dans la nature et je kiffe ma journée. T'arrives à te déconnecter à 100%. Ouais, voilà. Et t'as tes 4 heures où t'es dans le truc. C'est ça. Et c'est pas non plus des 4 heures forcément désagréables. Ah non, parce que j'adore ce que je fais, c'est ça, okay. Ouais. Non, par contre, là où c'est plus délicat, c'est quand je suis avec ma compagne, donc avec ma chérie, et que je sens, tu sais, que je peux être attiré pour prendre mon téléphone et regarder un petit peu ce qui se passe. Et là, nous, on a fait un contrat, en fait, ensemble, carrément, tu vois, où on s'est dit, dans plein de situations de notre vie, comment on peut utiliser notre téléphone. Parce qu'elle aussi, elle a une activité sur le web. Donc, elle est aussi prédestinée à faire à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire être tout le temps connectée, quoi. Donc, on a fait ce contrat et on essaie de le respecter du mieux qu'on peut. Mais vraiment, c'est challengeant. Ok. Ouais. C'est rassurant de savoir que même pour toi, c'est très challengeant. Je pense que ça l'est moins quand t'as pas créé d'activité sur le web et quand t'es pas entrepreneur. Quand t'es salarié, moi je me rappelle parce que j'étais salarié, je sors de ma boîte, tout le reste je l'oublie, quoi. Jusqu'au jour où le lendemain matin je retourne dans l'entreprise, quoi. Quand tu crées ton entreprise, en fait t'es tout le temps aussi toi dans ton entreprise. Donc il y a 2 poids 2 mesures en fait, si tu veux. Ça dépend de quel côté tu es, si t'es salarié ou si t'es entrepreneur. Ok, trop stylé. Tu commences ton TED Talk en disant j'ai 40 ans, normalement c'est l'âge où on commence à se poser des questions. Oui. Bon, toi, j'ai l'impression que tu as commencé plus tôt. Oui. C'est quoi pour toi les bonnes questions qu'il faut se poser? Déjà, c'est quoi le bonheur pour vous? Je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Parmi toutes les questions, pour moi, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est conditionné sur tout. Donc, si on isole par exemple le couple, c'est est-ce que je suis heureux dans mon couple? Si je me suis marié, est-ce que je suis vraiment heureux d'être marié? Si j'ai fait des enfants, est-ce que je suis vraiment heureux d'être papa ou d'être maman? Est-ce que vraiment je suis pleinement dans mon rôle? Est-ce que j'ai pas suivi en fait un conditionnement sociétal? Ok. Donc tu questionnes à la fois tes choix et à la fois la manière dont tu réalises ce que tu fais. Est-ce que tu le fais Oui, parce que je pense qu'on t'a dit de le faire comme ça. Oui, parce que je pense qu'on est vraiment conditionné pour tout en fait. On a une vision du couple qui est conditionnée, on a une vision de la vie qui est conditionnée, une vision de l'alimentation, de tout quoi. Le dernier épisode porte sur le couple et la sexualité. La sexualité aussi, c'est un truc de dingue. C'est très dingue. On est complètement conditionné à avoir une vue sur la sexualité et c'est tellement loin de tout ça en fait pour moi une sexualité épanouie. Donc voilà, donc se poser ce genre de questions. Typiquement, se poser aussi la question de est-ce que je suis vraiment heureux dans mon métier quoi. Ok. Est-ce que quand je me lève tous les matins, je suis super content d'aller travailler? Est-ce que mon travail participe à mon épanouissement personnel? Quand on sait qu'on est à peu près 8 heures au minimum par jour dans une boîte, à mon sens, ça devrait être le lieu déjà par excellence, quoi. On commence déjà à être bien, en fait, tu vois. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu observes bien? Pour moi, 70%, 80% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Un job alimentaire. Donc, c'est-à-dire, ça leur plaît pas du tout. C'est vraiment pour payer les factures. Ils rentrent le soir, donc la plupart dans les grandes villes, ils prennent les transports en commun.
c'est morosité gagnée. Ouais. Ils arrivent chez eux, donc du coup ils sont pas pompés l'op parce qu'ils ont pas passé une bonne journée. Il y a eu le collègue qui est con, le N+1 qui est con, un métier qu'ils aiment pas, les transports en commun où c'est blasant, et t'arrives chez toi, t'es pas dans une bonne énergie. T'as ton mari, pareil, qui a vécu la même chose de son côté, et vous vous retrouvez tous les deux à la maison. Vous attendez des trucs l'un de l'autre que vous n'allez pas faire. Exactement. Donc t'imagines comme c'est compliqué, comme c'est le bordel. Ouais. Alors que si les deux déjà kiffaient leur journée pro, et ont trop envie de la raconter. mais grave, tu te retrouves pas dans la même énergie quand tu rentres chez toi. Sans compter la difficulté de habiter ensemble dans la même maison ou dans le même appartement. C'est très challengeant. Ça, en fait, pour moi, c'est pas humain d'habiter. Tu vois, c'est pas du tout lié à la routine. Ça vient bousculer énormément de choses. Ouais. Et donc rien que ça, déjà en soi, c'est un vrai challenge, je trouve. Donc t'imagines, si tu compiles en fait tout ça. Wow, mais c'est très compliqué en fait notre vie quoi. Clairement. C'est pour ça que les gens ils ont l'impression qu'ils peuvent pas mettre sur pause et se dire bah attends mais est-ce que je suis vraiment bien, est-ce que je suis heureux, est-ce que je kiffe ma vie, tout etc. Bah toutes ces questions pour moi elles sont vraiment importantes et je continue moi-même à me les poser régulièrement. Bon un peu de recul. Vraiment. Ouais. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, bien sûr. Une fois, il y a un côté, enfin, je suis dans mon taf, c'est la sécurité, c'est prendre des risques aussi, de changer tout, bousculer. Oui, c'est ça. Ouais, mais si tu prends pas des risques, quand est-ce que tu vas prendre des risques? Quand tu seras à la retraite? Je te retrouve vieux et c'est ça, ouais. On n'a qu'une vie. Tu sais, il y a des études qui sont hyper intéressantes de personnes qui accompagnent les gens qui sont sur le point de mourir. Et on leur pose très souvent la question, si vous aviez quelque chose à dire, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, tout, etc. Ouais. Et en fait, la plupart, quand même, te disent qu'ils sont passés à côté de leur vie. Tu vois? Et donc, moi, ce que je me dis, c'est, putain, mais il faut kiffer la vie maintenant, quoi. Faut pas passer à côté, ouais. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai eu 4 accidents dont je devrais être mort. Wow. Vraiment. Incroyable. Je me dis, j'ai une super étoile. Ouais, voiture, scooter, vélo, enfin, incroyable. Et donc, conclusion à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est vrai quand même. C'est-à-dire que là, potentiellement, du jour au lendemain, tu peux mourir. Ouais. Donc, raison de plus pour kiffer la vie, tu vois, vraiment à fond, du mieux qu'on peut, quoi. C'est énorme. Et un truc que t'as pas vraiment dit, mais qui ressort tellement logiquement et qui est aussi ma pensée profonde, c'est que le bonheur, c'est d'assister c'est d'aider, tu vois, c'est de se sentir utile. Et ça en fait partie. Et on dit toujours, c'est plus agréable d'offrir que de recevoir. Et tu l'as pas dit du tout, mais en fait, c'est ce que tu fais, quoi. Quand tu dis, je vais avoir un impact positif, c'est que. C'est exactement ça. À la fin de ta vie, si t'as gagné plein d'argent, t'as fait du jet ski toute la journée, en fait, t'es pas heureux. T'en fous. Oui, puis surtout, tu sais, on dit très souvent, tu repars pas avec ton argent, hein, quand tu décèdes. Donc, non, vraiment, le truc le plus important, c'est ça. Alors, tu sais, il y a une grosse étude qui a été menée dans le monde du bonheur. Ouais. Ça a duré 75 ans. On a suivi 2 groupes d'individus. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte, en les suivant, que l'ingrédient le plus important, c'est le lien social. Le lien social de qualité. C'est vrai. Si, c'est Harvard. Ouais. C'est vraiment le truc le plus important. Après, derrière, il y a plein d'autres paramètres, dont justement se sentir utile. Ok. C'est vraiment. Se sentir utile. Ouais, ça fait vraiment partie des paramètres hyper importants pour tout être humain normalement constitué, j'ai envie de te dire, pour tendre vers ce qu'on appelle du bonheur. Quoi. Ouais. C'est énorme. Et c'est ce que moi je ressens, depuis 21 ans, c'est que je me sens utile. Et donc je me dis à chaque fois, bon voilà, en fait. Je sais pas, tous les matins, par exemple, je vais recevoir des mails, je vais recevoir des textos, des commentaires sur les réseaux de personnes qui te remercient parce que ça a changé leur vie, parce que ça a été très inspirant pour eux, parce qu'ils en ont parlé à quelqu'un pour qui ça a changé sa vie. C'est là en fait où tu te sens utile. C'est un peu comme l'essence dans une voiture. Moi, c'est ce qui me motive en fait. Je me dis waouh, en fait, c'est génial de te dire que tu changes la vie positivement en fait des gens autour de toi. Quoi. C'est vrai qu'il y a pas grand chose. Moi, avec ce podcast, j'ai reçu quand le peu de fois tu reçois un message de gros, ça fait trop plaisir. Hein. C'est bien. C'est un délire truc. Mais c'est ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que moi, je ne suis que ce que je suis. C'est-à-dire, tu vois, je suis pas dans un rôle ou dans un personnage, en fait. T'as la chance d'être 100% vrai. Mais exactement. Ça, c'est pas donné. Mais ça, c'est juste génial, quoi. Tu m'aurais connu il y a 20 ans en arrière, ou même 30 ans maintenant. Attends. Et 45. Donc, non, 20 ans en arrière sur mon skateboard. Bon, j'avais les cheveux longs ici, mais en fait, ce que je suis, moi, je suis le même, tu vois. Je comprends. T'as parlé, j'ai envie de te le poser, mais ça, c'est une question plus personnelle. Comment, du coup, tu gères cet équilibre de couple? Comme t'as dit, ça vient tout chambouler. Ouais. Personnellement, l'amour, le couple m'apporte beaucoup de force, beaucoup d'équilibre, beaucoup de bonheur aussi, mais c'est aussi le plus challengeant de ma life. Il y a pas grand chose qui peut m'impacter autant que
que mon couple, en fait. Que ce soit positivement ou négativement, tu vois. Ok. Parce qu'en fait, c'est là où je vais réagir personnellement. Comment toi, tu gères ça? Tu veux dire que c'est ton socle, quoi. C'est à la fois c'est mon socle, ça c'est sûr, c'est ma base de confiance en moi, d'amour, c'est là où j'arrive peut-être à le donner le plus et c'est certainement là où je reçois le plus. Mais c'est aussi là où je suis le plus challengé parce que c'est là où si je fais quelque chose, que je me prends une remarque de mes potes ou de quelqu'un qui me dit c'est pas intéressant ce que tu fais, je m'en fous. Mais une remarque de ma copine qui me dit ça, c'est compliqué. Paf, et c'est ma personnalité, je le sais, mais je sais que c'est aussi du coup très challengeant où je préférerais me lever à d'autres moments plus tôt. Mais en fait, c'est pas cool pour Jeanne, du coup en fait, je me lève plus tard, mais c'est pas grave, tu vois, mais tu fais des compromis. Et donc ça bouscule un peu ce que tu voudrais faire tout seul. Comment je vois. Comment t'acceptes ou comment tu Alors moi, ça toi? J'ai appris une chose, du coup ça remonte aussi à une vingtaine d'années, c'est le détachement. J'ai appris à me détacher. Alors c'est tout un processus. Hein. Ouais. Le détachement, c'est pas que dans le couple, hein. C'est vraiment se détacher, je sais pas, des résultats, se détacher de ta propre personnalité, de ce que tu veux souhaite refléter par exemple dans la société. C'est se détacher, enfin tu vois, se détacher, vraiment la notion de détachement, une fois que c'est acquis, t'as l'impression de lâcher un gros boulet, quoi. Ça apporte beaucoup de légèreté dans ta vie. Je dis pas que c'est simple, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même challengeant, on va dire. Mais j'ai l'impression d'avoir fait quand même le gros du job, quoi, du chemin autour de ça. Donc moi, voilà, j'applique le détachement dans ma vie de couple. Donc ça veut pas dire que je ne l'aime pas, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion, ça veut pas dire que je fais pas de compromis ou quoi que ce soit. C'est juste que je pars du principe que notre relation, elle est ce qu'elle est. Je me projette pas en fait sur un futur. Je me dis pas, tiens, on va se marier, on va faire des enfants, on va acheter une maison et tout, etc. Carpe diem, quoi. Je vis vraiment à fond du mieux que je peux l'instant présent avec elle. L'avantage qu'on a tous les deux, c'est qu'on a des activités qui sont à peu près similaires, comme je te le disais. Donc déjà, en fait, ça matche bien, on se comprend bien là-dessus. Parce que quand t'es avec un bonhomme qui voyage 6 mois de l'année, c'est un peu compliqué d'être avec quelqu'un qui veut une vie de couple traditionnelle, tu vois. Donc déjà, bien évidemment, il faut trouver quelqu'un. Enfin, c'est pas comme si j'avais cherché. Hein. C'est arrivé comme ça dans ma vie, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui soit à peu près dans les mêmes énergies que toi à ce niveau-là. Sinon, c'est beaucoup plus complexe. Et puis, bien évidemment. Mais ça, c'est la vie de couple pour tout le monde, c'est de se comprendre aussi dans nos aspirations, en fait. Moi, je parle de plus en plus de couple conscient. Et donc, pour moi, dans le couple conscient, il y a plusieurs paramètres. Il y a chacun des partenaires prend soin de lui. Donc ça, c'est notre responsabilité, chacun de notre côté. Et donc, nous, on n'interfère pas sur ça, chacun de notre côté. Chacun a ses propres mécanismes pour régler ses propres blessures, etc. Donc, l'idéal, c'est de ne pas interférer. Donc, chacun mène son truc en tant que citoyen responsable. Ensuite, il y a ce troisième élément qui est notre couple, qu'on essaie de faire grandir, qu'on essaie de construire, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie d'alimenter du mieux qu'on peut. Et ensuite, il y a ce désir profond des deux individus de participer à un changement collectif positif dans la société. Ça, pour moi, les couples conscients. C'est énorme. Oui, c'est énorme. ça rajoute une dimension gigantesque Exactement, c'est ça. Mais ça veut pas dire que c'est simple. Ça veut pas dire qu'on se prend pas la tête. Ça veut pas dire que, tu vois, on reste quand même des êtres humains, malgré cette conscience, malgré, en fait, cette envie, malgré les actions qu'on mène chacun de notre côté. Malgré tout, on reste quand même des êtres humains. Mais en tout cas, on essaie du mieux qu'on peut de faire grandir tout ça. Tu construis, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Mais par contre, en tout cas, pour ce qui me concerne, parce que je sais que pour elle, c'est un peu plus dur, détacher du résultat. J'entends par là que si, par exemple, demain, on doit rompre, bien évidemment que je serais triste, mais je serais détaché, en fait, de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez subtil, quoi. Non, je comprends. Et ma question, du coup, c'est comment tu travailles sur le détachement? Parce que ce que tu décris, moi, ma difficulté, c'est peut-être d'être détaché du regard des autres. Par exemple. Tu vois, je trouve que c'est très, très dur. Et même si tu écoutes ta pensée, qui t'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a pensé toi, et que tu dis, non, mais ça, c'est une pensée, on s'en fiche, reste connecté. C'est dur de l'enlever. C'est intimement connecté à la confiance en soi. La confiance en soi, justement, pour moi, ça devrait partir sur les bancs de l'école, parce que très rapidement, en fait, on perd confiance en nous, pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, c'est quand même assez intimement lié. Quand tu as vraiment confiance en toi, le détachement est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le regard des autres, tu t'en fiches. Je vais te donner un exemple. Comment moi j'ai procédé. À l'époque, donc j'allais souvent au cinéma et je me rappelle dans mes débuts, j'allais au cinéma seul. Et donc quand je me retrouvais dans la queue là sur les Champs-Élysées, c'était une grande queue, et je me faisais mes films tout seul. En fait, tu vois, j'imaginais le regard des autres, des gens qui étaient en train de me regarder et je me disais, putain, il doit se dire, putain, le pauvre gars, il va tout seul au cinéma, ça doit pas être marrant. Enfin,
je me faisais des films, en fait, Ouais. tout seul comme un grand, quoi. Ouais. Donc, je ne savais Les pas gens du tout. t'avaient vu en une seconde. Je pense qu'ils s'en foutaient totalement, quoi. C'était le regard des gens. Donc, du coup, j'ai appris à me détacher de ce regard. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis forcé, en fait. Ouais. Jusqu'au moment où j'ai compris et je me suis dit, mais en fait, ils me connaissent pas, ils s'en foutent. Au pire, ils disent, ah, il y a un mec tout seul. Et c'est fini. Et voilà, ouais, enfin, voilà. Et une fois que j'avais franchi cette étape, après, j'ai été au restaurant tout seul. Parce que là, c'est pareil aussi, aller au restaurant tout seul, c'est pas dans notre culture ici en France. Ça l'est beaucoup plus aux États-Unis, notamment à New York. Mais nous, ici en France, quand tu vois quelqu'un qui mange tout seul, il y en a certains qui pourraient se dire, oh, c'est pas cool. Ouais. Même si ça devient de plus en plus cool, hein, quand même. C'est marrant, j'en parlais dans un Blablacar il y a 3 jours. Ah oui. Qui allait au restaurant qui me dit exactement comme ça. Alors que moi, j'adore, quoi, en fait. Je kiffe, mais ouais, carrément. Et puis, voilà. Donc, de fil en aiguille, en fait, c'est un peu comme tout, en fait. Quand je parlais de discipline, en fait, il faut que tu te forces. Il faut viser des expériences par toi-même si pour te rendre compte. Par exemple, l'histoire du cinéma, comment est-ce que tu y retournes et tu t'arrêtes cette pensée? Comment ça vient au fur et à mesure. Tu y vas et tu dis, en fait, non, les gens, ils pensent. Enfin, c'est comme un muscle. Tu t'ouvres les yeux. Genre, ouais, tu dis, en fait, les gens, ils pensent pas, ou même s'ils pensent, ils disent, exactement. c'est cool. Et... Ouais. C'est comme un muscle. Ton regard, en fait, tu changes. Avec ton attention, genre. Ouais. Oui, c'est ça. C'est autant, par exemple, demain, tu as envie d'avoir des biceps, tu veux aller dans une salle de muscu. Voilà. Autant tu as envie de changer ton regard sur une situation. Il faudra répéter, en fait, les événements qui sont à peu près similaires pour que tu switches, en fait, ton regard. Tu la répètes, mais tu sais vers où tu veux aller. Exactement. Pas simplement y retourner. Ah non, ouais. L'idée, en fait, c'est te détacher de tout ça parce que te dire, non, en fait, c'est tout con. En fait, je me bloque dans plein de trucs. Et là, et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai un ami qui est pour moi un frère de cœur, qui est obligé de rester tout l'été à Paris parce qu'il bosse à la RATP, tu sais, avec les JO, etc. Ouais. Il est sollicité. Et donc, les week-ends, là, en ce moment, il me dit dans la semaine, ça va, il est hyper occupé, ça se passe bien. Et les week-ends, il est tout seul chez lui. Il a une chérie, mais qui vient de s'installer à Bordeaux, donc il se voit pas beaucoup. Et donc, il me disait, tu sais, moi, je suis pas comme toi, j'ai pas cette facilité à aller faire une rando tout seul, ou aller au ciné tout seul, ou à faire des trucs tout seul en solo, quoi. Et c'est là où, du coup, j'ai essayé du mieux que je peux de le guider, hein, parce qu'il me disait, ouais, mais toi, c'est génial, là où tu es, t'as un terrain de jeu ici à Montpellier pour aller faire des randos. Et je lui dis, mais tu plaisantes, je suis resté 34 ans à Paris, et je faisais exactement la même chose. Je lui ai dit, est-ce que tu as été voir sur Internet, est-ce que tu as tapé, en fait, randonnée, région parisienne et Île-de-France, tu vas voir, en fait, il y a des randos qui sont vraiment top. Non. Tu vois, il avait même pas eu ce réflexe. Donc, il y a vraiment tout un déconditionnement encore à opérer. Et je sais que c'est un long processus. Je sais que c'est pas évident, mais c'est accessible pour tout le monde. Ok. Ouais. Merci pour cette réponse. Évidemment. Ça, je l'utiliserai. Il nous reste combien de temps? Enfin, tu veux finir? Ouais, il est 4h20. Tu veux qu'on finisse dans 10 minutes? Ça ouais, ce serait bien. Ouais. Ok. J'ai 2 questions pratiques. Oui. La première, c'est quand tu as une idée, tu as l'air d'avoir beaucoup d'idées. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Alors, c'est quoi pour toi une idée? Tu veux dire un projet? En méditant ou ailleurs, tu te dis, en fait, si on pourrait lancer un nouveau réseau social ou un magazine, le magazine, le festival. Okay. Est-ce que tu réfléchis longuement ou est-ce que de toute façon, tu y vas, mets des objectifs, une roadmap, intuitivement? Alors, justement, c'est le mot-clé. Moi, je me considère comme un chef d'entreprise intuitif. Okay. Donc, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est à l'écoute de mon intuition. Ouais. Voilà. Donc, alors j'allais dire, c'est pas compliqué en soi, mais en vrai, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, comme j'ai appris à écouter mon intuition très tôt, j'essaye vraiment, pareil, comme un muscle, de la cultiver et m'amuser avec quasiment tous les jours pour être très attentif. Et donc, assez souvent, c'est quand je suis dans la nature, quand je suis en train de faire du vélo, en randonnée, je vais avoir plein d'idées, comme tu dis. Comment tu les tries, peut-être? Alors, quand j'ai des idées qui me semblent pertinentes, parce qu'il y a plein d'idées, je m'envoie un mail. Ok. Je m'envoie un mail avec l'idée, en fait, qui me semble pertinente. Énorme. Ouais. Si je sens que c'est un peu eureka, là, immédiatement, je vais contacter les gens avec qui je bosse. Okay. En tout cas, quelques-uns. On va dire mon bras droit et mon bras gauche. Même si c'est pas, tu sais, moi, je suis le seul salarié de mon entreprise. Donc, je bosse qu'avec des prestataires de services, mais j'ai des gens avec qui je bosse depuis très longtemps. Et donc, pour moi, il y a des personnes de confiance, qu'on va dire. Et donc, quand j'ai vraiment une idée où je me dis, putain, merde, j'avais pas pensé à ça, waouh, je vois les ponts, les connexions avec tout ce qu'on fait, je vais leur en parler. Bon, j'aimerais, ils vont me dire, ah, putain, c'est une super idée. Et après, en fait, on passe à l'action. Ok, c'est énorme. Tu t'as une première, entre guillemets, pas barrière, mais un premier checkpoint. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, en fait, ce qui fait la grosse différence, une fois de plus en France, je trouve qu'on passe pas à l'action, c'est que moi, je passe assez rapidement à l'action. Je vais pas attendre une plombe, quoi. C'est, si je le sens vraiment intuitivement, si je sens vraiment que c'est un truc, pareil, hein.
c'est quelque chose qui va participer à quelque chose de collectif. Donc c'est vraiment pour les autres. Je le fais pas pour moi. En fait, mon idée, c'est pas, il y a pas des raisons. Alors oui, il y a des raisons financières, mais j'allais dire, il y a pas de raisons financières. Il y a forcément des raisons financières parce que tu investis de l'argent. Donc le minimum, c'est quand même de rentabiliser ce que tu vas faire. Et moi, ce qui me plaît dans les idées que je mets en place, c'est l'impact que ça peut avoir, en fait. C'est comment davantage tu peux aider les gens, en fait, davantage et davantage, quoi. Tes idées, tu t'avais pas de matérialisant pour augmenter mon patrimoine. Oui, voilà, non, c'est pas ça, c'est ça. Ça, putain, génial, il y a une connexion avec ça, donc super, quoi. Génial. Donc c'est plus ça, et après, bah oui, c'est le passage à l'action. Donc là, les gens avec qui je bosse, maintenant, ils sont assez habitués, et on essaie de passer à l'action après assez rapidement en fonction de l'ampleur du projet. Et la dimension financière, c'était ma deuxième question, tu as un peu répondu, mais moi, ma petite voix, enfin mon intuition, elle me propose rarement des projets avec des rentas de ouf. et en fait, j'avais ça un peu sur tes films et sur tes jeux de société. T'arrives quand même, quand t'as une idée, t'arrives quand même à te faire enfin, tu l'intègres directement. Non, pas du tout. Tu l'intègres pas. Ben non, parce que justement, comme c'est intuitif, je me lance pas. Moi, je suis pas ingénieur. Ouais. Tu vois, j'ai pas cette réflexion que je pense que toi tu pourrais avoir. Ouais, c'est ça, comme beaucoup pourraient avoir. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire comme moi, mais par contre, j'ai l'impression que si tu te lances dans un projet qui te met en joie, où tu sens en fait que ça va être utile pour l'humanité, c'est les deux ingrédients. Généralement, après, les choses se mettent en place, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Par contre, c'est clair que je réfléchis pas ROI, je réfléchis pas rentabilité, le minimum, quoi, on va dire. Si je te dis, l'idée, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est pas mon objectif. Okay. Par contre, c'est vrai qu'in fine, je gagne de l'argent. Okay. Ouais. Ok, merci. Ma dernière question, c'est un peu mon leitmotiv, mais c'est une question que je me pose très souvent, et c'est, tu vois, comme on dit, soit on devient une espèce consciente, et soit on est de moins en moins comme ça, et bon, je sais pas vers où on va. Comment tu vois l'humanité dans 200 ans? Ah, mais je suis tellement curieux. Tu sais c'est là. Ah, toi aussi? Ah ouais. J'ai trop envie. Mais grave, j'ai trop envie de voir. Alors, moi, je me suis fixé un objectif perso, je viens de vivre au moins jusqu'à 112 ans en pleine forme. Okay. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai une discipline de vie, tu vois, etc. Je veux vraiment être en pleine forme, mais je dis bien en pleine forme. Hein. Ouais. Pour continuer justement à semer des graines, et notamment pour voir un peu comment les choses vont évoluer. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un gars, parce que je m'intéresse à tout ça, il y a un mec, un milliardaire, qui lui dit, en tout cas, avoir envie, mais il a mis en place plein de trucs, pour vivre jusqu'à 150 ans. Wow. Ouais. Bon, après, c'est très drastique ce qu'il a mis en place. C'est un mec qui mange des pilules ou Ouais, alors notamment, tu l'as vu? C'est pas Brian Johnson? Je sais pas, mais en tout cas, il veut pas que la pluie tombe sur sa peau, il a pas envie de ça. Ouais, c'est hyper drastique. Ouais. Il a une alimentation mais hyper stricte, il fait du sport de manière très stricte et tout, etc. Chacun son truc, ouais, moi c'est pas mon truc. Moi je suis très inspiré des zones bleues, je sais pas si tu connais les zones bleues dans le monde. En fait c'est des zones, il y en a 6, donc c'est dans 6 pays différents dans le monde, où on a répertorié, par exemple en Sardaigne, il y a une zone bleue, donc c'est un village en Sardaigne où il y a plus de centenaires. Ah, waouh. Et on sait pas trop pourquoi, mais maintenant on le sait, parce qu'on les a étudiées, en fait, ces zones bleues. Et en fait, ce sont des personnes qui ont mis en place, un peu comme moi je le fais dans ma vie, des principes de vie qui leur permet, visiblement, de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Wow. Et parmi ces principes, on retrouve le lien social. Ouais. Ils cultivent une forme de spiritualité. Okay. Ils ont une bonne alimentation, donc ils leur apportent de l'énergie, de la vitalité. Ils ont un sens à leur vie, on parlait de quête de sens. Tous les matins, quand ils se réveillent, ils savent pourquoi ils se réveillent. Pour, je sais pas, filer un coup de main à un pote, pour aller dans une assoce et tout, etc. Et ils ont du mouvement. Il y a tout le temps, c'est-à-dire que le mouvement fait partie de leur vie. Ils continuent à marcher, ils jardinent, tout ce que tu veux. Et ça, c'est 5 points. Et je crois qu'il y en a un 6e. On les retrouve dans toutes les zones bleues. Okay. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est possible. Et ça va même bien plus loin, parce qu'il y a un Américain qui a fait un film sur Netflix qui est autour des zones bleues. Hyper intéressant, ce qu'il a fait. C'est qu'il a voulu reproduire à une échelle d'une grande ville aux États-Unis les principes des zones bleues. Donc, il a convaincu un maire. Il a dit, voilà, en fait, ce que moi j'ai vu à travers le monde. Et je pense qu'on peut essayer de faire la même chose à l'échelle de votre ville, où je dis une bêtise, peut-être 100 000 habitants. Wow. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on mette une expérience pendant X années? C'est les zones bleues, ouais. Et donc, ils ont mené cette expérience et bien évidemment, ils ont augmenté la vitalité, ils ont augmenté l'espérance de vie de la population. Donc, ça veut dire que c'est possible. On a vraiment tous les outils à notre disposition, vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est ultra simple. C'est le sport, le sommeil, l'alimentation, les exercices de relaxation, tu vois, tout ce que j'ai dit, le lien social et tout, etc., la spiritualité, qui nous permet de vivre en bonne santé et en bonne vitalité.
Et donc, nous, on a envie de faire un film avec un pote. On fera un film justement inspiré des zones bleues pour montrer avec notre petite touch française qu'on peut vieillir en bonne santé. Parce que dans l'inconscient collectif, vieillir égale mauvaise santé. C'est égal hôpitaux, égal pilules, etc. En fait, non, pas du tout, quoi. Ah bah ouais. Pour mes premières personnes en mode santé à 4,90 ans, je les ai vues à 25 ans, encore une fois. Quoi. Ah ouais, ok. En fait, c'est impossible. Ah mais c'est tellement possible. Et c'est pas... Mais c'est fou, tu sais, moi j'ai fait le GR20 là au mois de juin. Tu vois ce que c'est le GR20? Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'une des randos la plus dure d'Europe. Donc c'est vraiment très sportif. En 6 jours, on a fait quasiment 12 000 mètres de dénivelé. Donc je peux dire ça pique. Et à un moment donné, on monte à un col, on est à 2006. À 2006, il y avait un couple de 80 ans qui était là, quoi. Ouais. Tu vois? C'est cool. C'est tout. Merci beaucoup, Julien. Avec joie. Merci à toi, Claire. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!